Bonjour à tous. Désolée pour ce petit retard et ces petits problèmes techniques. Donc effectivement, je vais vous parler d'un travail que j'ai fait sur le peuple et sa souveraineté dans l'art révolutionnaire. Quand je dis art révolutionnaire, c'est 1789-1794. Je ne vais pas au-delà de 1794. Juste pour commencer, je pense que c'est toujours bien d'avoir quelques dates. Parce que je ne vais pas parler dans un ordre chronologique. Et puis la période est très compliquée, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est vraiment juste pour faire un point historique. Donc évidemment, l'ouverture de la réunion des États généraux au château de Versailles, c'est ça qui va lancer la période révolutionnaire, le 5 mai 1789. Les députés du tiers-État vont se proclamer Assemblée nationale. Ça, je vais longuement en parler, le 17 juin 1789. Les députés de l'Assemblée nationale prêtent le serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se déclare Assemblée nationale constituante. Je vais vous décrire ce que ça signifie. Le 14 juillet, c'est évidemment la prise de la Bastille, que tout le monde connaît. Le 4 août, l'Assemblée constituante déclare l'abolition des privilèges. Le 26 août 1989, c'est le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est toujours applicable. Les 5 et 6 octobre 1989, la marche des femmes sur Versailles. Donc le peuple parisien ramène le roi à Paris. Le 14 juillet 1990, la fête de la Fédération. On va voir aussi ce que ça signifie. Le 20 juin 1991, la fuite du roi qui est arrêté à Varennes. Le 17 juillet, on a la fusillade du Champ de Mars, dont on va parler aussi. Le 13 septembre 1791, la promulgation de la Constitution de la monarchie constitutionnelle. Ça aussi, on va en parler. Le 1er octobre 1791, c'est la fin de l'Assemblée constituante et donc le début de l'Assemblée législative. Voilà, l'Assemblée. Le 10 août 1791, la prise des Tuileries et la chute de la monarchie. Le 20 septembre 1792, la première réunion de la Convention, qui est élue au suffrage universel. Le 21 septembre 1792, la Convention abolit la monarchie et proclame la République. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Le 2 juin 1793, on a l'arrestation des députés girondins à la Convention et le début de la Terreur. Le 13 juillet 1793, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Ça aussi, on va en parler. Le 16 octobre 1793, l'exécution de Marie-Antoinette. Le 31 octobre, l'exécution des Girondins, des dirigeants girondins. Le 5 avril 1794, Danton, Camille Desmoulins et leurs alliés sont arrêtés et guillotinés. Le 8 juin 1794, c'est la fête de l'être suprême. Là aussi, on va s'arrêter dessus. Et le 10 juin 1794, on a la loi d'exception qui contribue à renforcer la terreur tout en réorganisant le tribunal révolutionnaire. Et puis enfin, les 27 et 28 juillet, on a l'arrestation de Robespierre, Saint-Just et leurs partisans. Voilà, donc c'est toute cette période qu'on va voir, qui est très dense. Et donc, j'espère que je serai assez claire. Alors, avant la Révolution française... Ah, mince. Avant la Révolution française, les mentalités sont en pleine mutation. Partout dans le royaume, on assiste à une effervescence intellectuelle et sociale. Les clubs, les cercles, les académies, mais aussi les cafés deviennent des lieux où se croisent la sociabilité et la pensée critique. Dans ces espaces, on débat, on échange, on remet en question l'ordre établi. La franc-maçonnerie, qui est présente en France depuis les années 1730, se développe et va contribuer à diffuser un esprit égalitariste en accord avec les idées des Lumières. Parallèlement, la presse se développe, notamment à partir de 1750. Les journaux, les feuilles périodiques accélèrent la diffusion des idées et favorisent l'émergence d'une opinion publique.
Ce climat intellectuel et social affaiblit progressivement la légitimité de la monarchie. L'opposition des parlements, la montée des idées égalitaires et la notion de souveraineté populaire viennent éroder l'autorité royale. Le mot « peuple » revient souvent dans les discours, mais reste encore sans définition claire. Un tournant décisif survient en janvier 1789 avec la publication de l'abbé Sieyès, « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Ce texte va frapper les esprits par sa radicalité. Sieyès y développe une idée forte, la nation, selon lui, ne se confond pas avec la noblesse ou avec le clergé, mais avec le tiers-État. Et qu'est-ce que le tiers-État ? Ce sont tous ceux qui travaillent et produisent. Ou paysans, ouvriers, artisans, commerçants, professions libérales, toutes les fonctions publiques. Il affirme que seule cette partie active de la société constitue véritablement la nation. À l'inverse, la noblesse, qu'il décrit comme oisive, ou le clergé, également oisif, sont étrangers à la nation. Pour Sieyès, la nation est donc le fondement du pouvoir politique. Elle existe avant les institutions, elle est l'origine de tout. Il écrit « La nation existe avant tout, elle est l'origine de tout, sa volonté est toujours légale, elle est la loi elle-même. » Contrairement à Hobbes, qui pense que le peuple n'existe que par sa représentation, Sieyès affirme que la nation préexiste à tout pouvoir institué. Elle existe à l'état de nature. Ces idées, en réalité, circulaient déjà avant la Révolution, et on les trouve d'ailleurs dans les discours des parlements et dans les cahiers de doléances qui avaient été envoyés au roi. Mais avec Sieyès, elles prennent une forme claire, systématisée, qui va profondément influencer le cours des événements. À travers cette vision, la monarchie se trouve délégitimée. La distinction entre le pouvoir constituant, détenu par la nation, et le pouvoir constitué, exercé par les institutions, devient centrale. La Constitution elle-même est présentée comme une décision de la nation, une manifestation de sa volonté. Et cette volonté ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de ses représentants, mais des représentants qui tirent leur légitimité de la nation et uniquement de la nation. Ainsi, la représentation ne confisque pas le pouvoir, elle est le moyen par lequel la volonté du peuple devient action politique. C'est la naissance d'un nouveau concept de souveraineté, la souveraineté nationale. Elle repose sur deux piliers, d'une part le principe électif, fondement de la légitimité des représentants, et d'autre part la séparation entre pouvoir constituant et pouvoir constitué qui permet d'éviter le retour d'un pouvoir absolu. Les idées de Sieyès ne vont pas rester lettre morte. Entre janvier et juillet 1789, la révolution constitutionnelle progresse rapidement, sans effusion de sang. Elle aurait pu se poursuivre dans cette voie si la crise de mauvaise récolte et l'arrivée de troupes étrangères venues pour défendre Versailles n'avaient pas enflammé la situation. La révolution bascule, le peuple entre en scène, ses revendications pour la subsistance, pour la souveraineté, pour la démocratie, investissent la vie quotidienne et s'imposent au cœur du processus révolutionnaire. Ce moment marque non seulement une rupture politique, mais aussi l'entrée de la nation, telle que pensée par Sieyès, sur le devant de la scène politique. Pendant la Révolution française, l'art va jouer un rôle tout à fait particulier. À Paris, en 1789, le monde artistique est encore très encadré. L'Académie règne sur le système des arts. Seuls les artistes qu'elle a admis, et ils sont moins de 200, ont le droit d'exposer au salon et de recevoir des commandes officielles. Le salon, qui se tient tous les 2 ans dans le salon carré du Louvre, est une véritable institution. Il est gratuit et il attire un public très large, issu de toutes les classes sociales. De nombreux artistes parisiens parviennent à vivre confortablement en vendant des portraits ou des scènes de genre. D'autres, moins favorisés, survivent en proposant des copies ou des dessins à bas prix.
En province, en revanche, les choses sont un peu plus différentes, le cloisonnement social est moins rigide et les artistes beaucoup plus polyvalents. Toujours est-il que la censure royale joue un rôle central. Elle conditionne l'attribution des commandes et peut facilement briser la carrière d'un artiste jugé trop indépendant. C'est dans ce contexte que la Révolution va susciter un véritable enthousiasme chez beaucoup d'artistes. Très peu, d'ailleurs, vont quitter la France. Certains s'engagent même activement dans l'administration, dans la garde nationale ou au sein de leur section populaire. L'un des exemples les plus emblématiques, c'est évidemment celui de Jacques-Louis David. Non seulement il devient un orateur passionné à la Convention, mais il organise les fêtes révolutionnaires et peint les grandes figures de l'époque. Ces tableaux antérieurs, comme alors je vous ai mis ici le Serment des Horaces, sont perçus comme des œuvres prophétiques. Tout y est ici. On va voir plus tard le Serment du jeu de paume. On a déjà ici tout ce qui fait le socle de David, le serment, le sacrifice, le dévouement total à la patrie. Mais la Révolution va aussi transformer les institutions artistiques elles-mêmes. L'Académie, pilier du contrôle monarchique des arts, ne résiste pas aux revendications des artistes. En août 1791, l'Assemblée ouvre le salon à tous, qu'ils soient membres de l'Académie ou non. 2 ans plus tard, en 1793, l'Académie est tout simplement supprimée. À sa place, la Commune générale des arts est créée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Tous les artistes peuvent y être admis. Le principe de liberté d'exposer devient central. Il marque la fin des privilèges corporatistes. Désormais, seule la qualité du travail compte. Et cette liberté nouvelle montre bien à quel point l'art occupe une place majeure dans la société du XVIIIe siècle. Les salons, malgré le bouleversement politique et même pendant la Terreur, restent très fréquentés. Alors, j'en parle pas ici, mais je dis juste un mot. C'est également sous la période révolutionnaire que la notion de patrimoine culturel va se développer pour conserver les œuvres d'art. On connaît toutes les dégradations qu'il y a pu y avoir lors de la Révolution, mais c'est à cette période qu'on va protéger les œuvres d'art, les statues, les tableaux, etc. Et c'est aussi à cette période que naît le musée, la création du musée, avec évidemment le musée du Louvre. La production artistique va aussi profondément évoluer pendant la Révolution. On assiste à une véritable explosion d'images d'actualité. Ce ne sont plus seulement des artistes mineurs qui vont s'y consacrer, mais aussi des figures reconnues. Et on verra David en l'occurrence. Dès le printemps 1789, la demande d'illustration augmente fortement, en particulier pour les graveurs populaires qui permettent une diffusion rapide. Les dessinateurs deviennent alors des sortes de reporters. Ils illustrent au jour le jour les événements. La prise de la Bastille, par exemple, est massivement représentée par l'estampe et l'art populaire. En revanche, la peinture reste encore prudente. Les artistes hésitent à s'engager trop tôt, à donner une légitimité artistique à une insurrection. Les rares tableaux qui illustrent cet événement évitent toute signification politique. Chez Hubert Robert, par exemple, la Bastille apparaît comme un simple décor, un paysage calme. Sa destruction semble complètement anecdotique. À l'inverse, des artistes comme Prieur s'engagent immédiatement dans les idées révolutionnaires. Et donc, chez lui, l'événement prend une dimension politique forte. L'Ancien Régime s'effondre sous la poussée populaire. De même, chez Le Sueur, autre artiste très engagé, il montre ici le peuple, il donne ici au peuple une importance visuelle déterminante. Le peuple est en gros plan, la Bastille semble toute petite. Le message est clair, dorénavant, les gouvernants devront compter avec le peuple. L'art révolutionnaire est donc surtout un art populaire. Il s'adapte à une demande nouvelle, à des supports nouveaux. Gravure, estampes, caricatures, mais aussi faïence, objets utilitaires, médailles ou encore papier peint, tableaux, sculptures évidemment, participent à cette profusion artistique. L'iconographie
célèbre la liberté, se veut pédagogique, engagée. Elle invente de nouveaux codes, de nouveaux symboles, de nouveaux sujets. Elle raconte l'actualité, prend position. La politique devient visible, théâtralisée. Chaque Français peut se reconnaître dans les images. Et au-delà de leur fonction esthétique, ces images remplissent un rôle politique fondamental. Les gestes, les symboles, les figures allégoriques deviennent des outils de légitimation. L'image, en ce sens, sert de médiation entre le peuple et ses représentants. Elle crée un langage partagé. L'iconographie révolutionnaire est donc un document précieux. Elle nous révèle ce que les contemporains voyaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils espéraient ou redoutaient. Elle n'est jamais neutre. Elle est porteuse d'opinion, de prise de position, parfois de propagande. Son efficacité vient de sa capacité à toucher immédiatement et à être comprise de tous, évidemment. Elle amplifie les traits, elle caricature, elle dramatise. Dans une France majoritairement analphabète, l'image devient le principal vecteur d'information. La presse joue un rôle essentiel également dans cette diffusion, puisque c'est dans la presse qu'on va retrouver toutes ces images. Par exemple, les deux journaux, les Révolutions de Paris ou les Révolutions de France de Brabant de Camille Desmoulins vont diffuser énormément ce type d'images. Alors l'un pour coller toujours à l'actualité et l'autre étant plus dans la caricature. Jusqu'à la proclamation de la République, l'allégorie, qui est un langage artistique utilisé depuis l'Antiquité, mais remis au goût du jour depuis la Renaissance. Donc l'allégorie reste le moyen privilégié de représenter la Révolution. On y voit la lumière succéder à l'obscurité, la tempête s'apaiser, etc. Mais sous la République, l'allégorie va devenir trop ambiguë et donc suspecte. Trop vague, elle peut être mal comprise. Le public a changé, les sans-culottes réclament la clarté, la lisibilité. Donc la terreur va imposer ses propres figures, la liberté, l'égalité, la fraternité. La République, évidemment, est donc un nouveau thème, la mort. L'image devient outil pédagogique, mais aussi instrument de mobilisation ou de dénonciation. Elle contribue à façonner un homme nouveau, un citoyen vertueux. On le verra tout à l'heure, l'almanach du Père Gérard, destiné aux campagnes, est un exemple emblématique de cette propagande. On y trouve le modèle du bon citoyen, avec les grandes dates révolutionnaires, les fêtes, les valeurs républicaines. Mais toute cette imagerie, aussi riche soit-elle, ne montre pas tout. Certaines réalités sont largement absentes. La Grande Peur, les émeutes de subsistance, mais aussi la province. On verra, là on se focalise uniquement sur Paris. La province, quand elle apparaît, suscite souvent l'inquiétude, la crainte du fédéralisme. L'image révolutionnaire propose donc une vision orientée, parfois anticipatrice. Les images anticléricales, par exemple, précèdent la déchristianisation de l'an 2. L'image royale va s'effacer peu à peu au profit de figures nouvelles comme Necker, Mirabeau, Lafayette, et on le verra, Marat, Lepelletier, Barras, ce qu'on va appeler les martyrs de la Révolution. On peut alors se demander si cette iconographie reflète les vraies sensibilités de l'époque ou si elle traduit simplement le discours officiel. Le silence sur certains épisodes suggère une forme de contrôle, mais dans l'ensemble, l'iconographie reste un formidable témoin. Elle est peut-être, plus que toute autre source, le miroir de la Révolution telle qu'elle a été vécue, perçue et mise en scène. Donc à travers l'art révolutionnaire, les débats sur la souveraineté prennent une autre dimension. L'iconographie de la Révolution révèle les regards que les contemporains portent sur cet événement majeur, et la politique s'exprime autrement. Pour la première fois dans l'histoire, l'art se concentre sur des questions de politique constitutionnelle, sur une figure jusque-là ignorée, le peuple. Donc on va d'abord voir le peuple en action. Le peuple va privilégier deux formes d'action pour affirmer sa souveraineté, l'insurrection et la démocratie sectionnaire. Alors, l'insurrection, évidemment, l'entrée de la foule dans l'histoire, c'est un fait majeur de 1789. Dès les premiers jours de la Révolution, l'insurrection devient le moyen principal d'expression populaire.
Et c'est ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789 érige le droit de résistance à l'oppression comme un droit naturel, légitimant dès lors les insurrections. Je cite, « Le peuple repousse la force par la force ». Cependant, l'insurrection ne peut pas se dérouler partout en même temps. On est sur un grand territoire, évidemment, il est impossible que tout le monde se soulève au même moment. Et elle risque d'apparaître comme une révolte minoritaire. Pour résoudre ce problème et légitimer les insurrections parisiennes notamment, les Jacobins vont assimiler Paris au reste du pays. Paris représente le peuple souverain, car il concentre les organes gouvernementaux, les sections et des individus venus de tous les départements. Donc l'insurrection du 10 août 1792, considérée comme la seconde révolution, avec la prise des Tuileries, est présentée comme l'action de tout le peuple, en raison de sa gravité même. En s'insurgeant, Paris agit au nom de la France et du bien général. Robespierre déclare, je cite, « Paris n'est qu'une espèce de rendez-vous général, une fédération continue et naturelle qui se renouvelle sans cesse des citoyens de ce vaste État. Ce n'est pas une cité de 600 000 habitants, c'est le peuple français, c'est l'espèce humaine, c'est l'opinion publique et l'ascendant invincible de la raison universelle. » Lors du procès du roi, Robespierre rejette donc l'idée d'un appel direct au peuple, car selon lui, le 10 août 1792 est déjà un appel de ce que le peuple a voulu, ce que le peuple a fait au moment où il déployait sa force, où il exprimait véritablement sa volonté. Cette vision, on va la retrouver illustrée dans un tableau de Gérard, qui s'appelle « Le peuple français demandant la destitution du tyran à la journée du 10 août ». L'artiste ici suit les consignes officielles. Après 1792, les scènes doivent être plus dramatiques, frapper le peuple pour convaincre. Gérard montre les sans-culottes provoquant le désordre, désignant du doigt le roi réfugié dans une loge. C'est le peuple dans son ensemble qui réclame la destitution du roi. L'artiste exagère les réactions des députés selon leurs opinions politiques, accablement des Girondins, hostilité des royalistes. La composition dense exprime les passions politiques. L'action populaire et le dévouement des patriotes sont mis en avant. Les cadavres des patriotes morts sont portés dans l'Assemblée et le peuple dans les tribunes soutient leur cause. Ici, le peuple n'est plus représenté, il est souverain, venant reprendre ses droits face à une assemblée qui l'a trahi. Le 10 août montre la tension d'un peuple souverain qui s'impose jusque dans l'Assemblée pour se faire entendre. Louis XVI, enfermé dans une loge, n'est plus qu'un reclus sans légitimité. À l'inverse, la toile de Berthaud, commandée par la nation pour commémorer la prise des Tuileries, est plus froide et distante. Son titre est purement descriptif, un tableau représentant la journée du 10 août 1792. C'est une scène de bataille et seul le sujet la rend patriotique. L'accent est mis sur les aspects négatifs du combat, nuées de poudre, incendies et surtout les cadavres des loyalistes. Mais ici, le sens est ambigu finalement. Est-ce une célébration des insurgés triomphants ou un hommage aux défenseurs du roi mort jusqu'au dernier ? Au premier plan, deux assaillants achèvent violemment un soldat à terre, ôtant tout héroïsme aux sans-culottes. Enfin, Louis Laffitte, avec le massacre des Patriotes au Champ de Mars, rend hommage aux martyrs de la liberté du 17 juillet 1791, massacrés par la Garde nationale. Ils étaient venus demander la déchéance du roi. Toute l'horreur de la fusillade est montrée dans les yeux cernés des victimes, aux traits déformés par la peur. La scène presque religieuse transfigure le peuple, où se dégage jusqu'à la mort une détermination, une unité et une fraternité profonde. La seconde
manifestation directe de la souveraineté du peuple, c'est celle de la démocratie sectionnaire. Alors, la démocratie sectionnaire, en fait, je reviens un peu pour vous expliquer ce que c'est. Face aux troubles des premiers temps de la Révolution, la garde nationale est créée le 13 juillet 1789 pour assurer le maintien de l'ordre à Paris. L'iconographie va mettre en avant toutes ces milices et montrer l'importance et la détermination populaire. Donc ici, par exemple, Prieur, donc je vous rappelle, Prieur totalement engagé dans la cause révolutionnaire, illustre un peuple fier de défendre la ville, tendu dans l'attente des événements. On remarque d'ailleurs aussi la présence d'une femme armée, preuve de l'intense participation féminine dès les débuts de la Révolution pour la cause. L'estampe de Prieur a clairement un but politique, montrer le peuple dans toute sa grandeur, actif et reprenant possession de ses droits. De nombreuses gravures soulignent aussi le rôle politique des femmes, comme par exemple la Française devenue libre, qui représente une femme déterminée, énergique, engagée politiquement et opposée à l'idée d'une femme objet, ici l'anti-courtisane. On a également d'autres représentations. Ah. Alors, que se passe-t-il ? Oula. Je suis bloquée. Ah. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les femmes arriver à l'Assemblée nationale, pour prendre part au débat. Donc là, on a vraiment la participation des femmes. Je vous en dis juste un mot parce que je ne vais pas m'étendre sur le rôle des femmes pendant la Révolution qui mérite une conférence à elle-même. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'y compris dans l'estampe, dans l'art, on parle des femmes, de leur participation. Donc voilà, vous avez ici les femmes qui arrivent à l'Assemblée et également qui sont dans les tribunes. Et puis également les femmes dans les sections, ce que je vais aborder, on les voit aussi avoir une activité importante dans les sections. Je reviens sur la garde nationale. À l'inverse, dans la caricature contre-révolutionnaire, le peuple est toujours lui montré comme incapable, ridicule, indécis. Par exemple ici, dans Formation de la garde nationale, le graveur se moque de ces gardes mal équipés, armés de tout ce qu'ils trouvent, donc râteaux, pelles, armures, et qui souhaitent un nouvel ordre social tout en restant fidèles au roi, comme le suggère la légende. Cette épée vient du bon roi Henri. Dans une toile discrètement engagée, François-Marie Bellier, toile qui a été présentée au salon de 1791, Bellier nous montre la rupture provoquée par ce nouvel ordre et ses contradictions. Le portrait de Naudeville, bourgeois en uniforme neuf de la garde nationale, montre un citoyen exemplaire qui a surveillé le transport des armes après la prise de la Bastille. Et pourtant, il porte encore la perruque et pose dans un style précieux, signe des contradictions sociales de l'époque. Les anciens privilégiés tentent de s'adapter au nouveau régime. Il nous désigne du doigt l'avenir tout en regardant derrière lui. Donc en mai 1790, Paris est divisé en 48 sections qui remplacent les 60 districts. Chaque section comprend un comité civil, un comité révolutionnaire et une force armée. Ces sections vont créer des sociétés sectionnaires ou sociétés populaires. Elles vont devenir peu à peu les organes de la démocratie directe, tendant vers une autonomie croissante, et surtout après la chute de la monarchie le 10 août 1992. Ici, dans ce dessin, on nous montre de manière bienveillante l'intérieur d'un comité révolutionnaire.
Au milieu de l'agitation, un sans-culotte lève les bras pour plaider, tandis qu'on interroge un suspect. La scène bruyante illustre l'activité politique passionnée du peuple. On voit des hommes de toutes conditions, certains pauvres, d'autres plus aisés, tous engagés dans la défense des intérêts français. Et tout ça sous le signe des droits de l'homme et du patriotisme. C'est, au fond, on ne le voit pas très bien là, mais ce sont les droits de l'homme. Ce dessin insiste moins sur l'autorité que sur le travail accompli, légitimant ces comités par leur intense activité populaire. Avec la participation directe du peuple, la République semble bien protégée. Mais peu à peu, une fois les Jacobins au pouvoir, ceux-ci craignent de perdre le contrôle de ce mouvement populaire. Ils vont chercher à encadrer strictement les sociétés sectionnaires ou sociétés populaires. La Convention lance alors une campagne de discrédit contre ces sociétés. Elle va les accuser de cacher des contre-révolutionnaires, notamment. Les sociétés sectionnaires vont peu à peu disparaître. 77% des sociétés sectionnaires parisiennes vont être obligées de se dissoudre ou d'arrêter toute activité sous la pression de la Société des Jacobins. Donc la Société des Jacobins, le gouvernement va mobiliser, et le gouvernement vont mobiliser désormais l'expression de l'opinion publique. Le pouvoir va se recentraliser et tendre à supprimer toute forme de démocratie directe. Reste, une fois ces sociétés sectionnaires maîtrisées, reste à maîtriser les comités de surveillance et les comités révolutionnaires. Et les estampes montrent souvent ces comités, d'ailleurs, sous un jour très austère, soulignant la malhonnêteté et les mauvaises mœurs de certains membres accusés de piller leurs concitoyens. Par exemple, cette estampe du comité de l'an 2, qui nous montre un décor sévère, où seule la déclaration des droits orne le mur. Un citoyen inquiet présente son certificat de civisme pour prouver son patriotisme. Les sans-culottes au visage dur dominent la scène, reléguant le citoyen au bord de l'image. Cette composition traduit la peur des citoyens et la domination des sans-culottes dans la vie politique. En bas à droite, les archives du comité symbolisent son activisme et la scène est rendue vivante par le bâillement d'un sans-culotte au centre qui nous semble montrer que la scène est finalement quotidienne, habituelle. Le 14 Frimaire en 2, donc le 4 décembre 1793, la Convention interdit les réunions des comités. Le 19 Messidor, le 7 juillet 1794, le comité de surveillance de Paris est supprimé, puis le 2 Thermidor, 20 juillet 1794, toutes les armes des comités révolutionnaires sont déposées au comité de salut public. Toutes ces mesures vont être très mal perçues par le peuple, qui était évidemment au sein de ces sociétés sectionnaires. Ce qui va provoquer une rupture avec les Jacobins, et c'est ce que traduit L'eau forte de Duplessis-Berthaud, où on voit les sans-culottes en simples spectateurs qui regardent l'événement avec impuissance, voire indifférence. Donc là, on est lors de l'arrestation de Robespierre, des Jacobins, on est lors de leur arrestation. Et voilà, le peuple ici n'intervient plus. Alors, on va passer maintenant au peuple représenté, mais représenté non pas d'un point de vue d'histoire de l'art, représenté au niveau de la souveraineté. Car si le peuple peut directement jouer un rôle, ce qu'on vient de voir, il est surtout représenté, c'est la souveraineté nationale. Le problème, c'est que cette souveraineté est une nécessité, mais on va s'en méfier d'emblée. En 1789, le tiers se réunit dans la salle du Jeu de Paume et se déclare Assemblée nationale. Si la phrase de Mirabeau qu'on connaît aujourd'hui, « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes », est passée totalement inaperçue à l'époque, en revanche, les graveurs, conscients de l'enjeu d'un tel événement, se sont attachés à représenter la déclaration de Bailly qui dit
La nation assemblée n'a point d'ordre à recevoir. L'illustration de cette phrase montre bien l'importance pour le peuple déclaré souverain par l'intermédiaire de ses représentants, donc l'importance de l'enjeu du débat sur la souveraineté. Dans l'estampe, ici, toute la moitié gauche où se trouve Bailly, représentant de la nation, est vide, alors qu'à droite, les ordres privilégiés sont représentés en masse. Le graveur insiste sur le caractère représentatif de la souveraineté. La noblesse et le clergé, même en plus grand nombre, ici, parce que dans les faits, c'est évidemment le tiers-état qui est beaucoup plus important en nombre, mais ici, même en plus grand nombre, ne sont rien face à la nation assemblée par l'intermédiaire de ses représentants. Le système représentatif comporte un risque, évidemment, risque d'une divergence d'intérêts entre le peuple et ses représentants, voire d'une usurpation du pouvoir par les représentants du peuple. Cependant, dans un État vaste et peuplé, la représentation est nécessaire. C'est ce qu'avait déjà remarqué Rousseau. C'est le seul moyen de permettre au peuple de s'exprimer malgré les contraintes géographiques. Par l'intermédiaire de ses représentants, donc, le peuple reste souverain, comme l'explique le père Gérard, donc dans l'Almanach du père Gérard, pour l'année 1792. Ici, on a un paysan qui dit « J'ai concouru à faire la loi », mais sans doute vous y avez concouru par vos représentants. Donc il s'agit ici d'éduquer le peuple par ce genre de représentation. Mais un autre facteur, plus important encore, impose la représentation du peuple. La Révolution a un enjeu majeur. C'est évidemment la lutte contre le roi. Donc l'opposition entre la souveraineté nationale et la souveraineté royale. Or, dans cette lutte, la représentation apparaît comme la meilleure garantie pour la victoire. Les royalistes vont évidemment critiquer d'emblée l'Assemblée. Comme la nation ne peut pas se réunir encore, l'Assemblée ne peut pas légitimement agir au nom de la nation. Quelques hommes ne peuvent pas se dire supérieurs au roi. Mais dès 1789, les révolutionnaires vont présenter l'Assemblée comme l'incarnation de la nation, sur le principe de Sieyès, grâce au passage du mandat impératif au mandat représentatif, qui donne une marge d'action aux représentants, et donc un nouveau contrat social. L'Assemblée, puisqu'elle est le seul moyen de parvenir, l'Assemblée finalement est le seul moyen de permettre l'expression du peuple. De ce fait, le roi n'a plus de réelle légitimité et doit s'incliner devant l'Assemblée, donc devant le souverain. En outre, le roi est héréditaire, alors que les représentants sont élus. Ce sont eux que la nation a choisis pour exprimer sa volonté. L'élection devient par conséquent une forme d'expression de la souveraineté, renforçant la légitimité des représentants au détriment de celle du roi. Le roi n'a pas été choisi par le souverain, contrairement aux représentants. Tout abus de l'autorité par ces derniers, par les représentants, encourt la sanction du peuple. La baisse de légitimité du roi dans l'opinion publique est particulièrement visible dans l'imagerie révolutionnaire. Au début de la Révolution, le roi est acclamé par la foule, comme on peut le voir ici. Dans la gravure qui illustre l'arrivée du roi à Paris le 6 octobre 1789. Où même si, évidemment, on est loin des fastes des entrées royales de l'Ancien Régime, la foule l'accueille malgré tout avec joie et se bouscule pour regarder passer le carrosse royal. Carrosse royal précédé par une charrette remplie de sacs de farine que surmontent des femmes triomphantes. Et là, on voit encore des femmes dans la Révolution. C'est encore ici l'image du roi père de famille au milieu de ses enfants qui transparaît, même si l'image reste un peu ambiguë malgré tout. On peut en donner une interprétation moins glorieuse, celle d'un roi détrôné, promené en triomphe. Bon. Peu à peu, quoi qu'il en soit, l'image royale va se dégrader et la caricature ne va pas arrêter de faire preuve d'imagination. C'est ainsi que
le retour de la famille royale après la fuite à Varennes. Dans cette gravure, on voit le peuple qui regarde passer le cortège ramenant le roi, désormais prisonnier de son peuple. On le voit, ce peuple, dans un silence lourd de menaces, comme l'indique la légende d'ailleurs. Le peuple gardait un profond silence, mais chaque citoyen abjurait pour jamais la servitude. Aucun citoyen n'a cru devoir ôter son chapeau. Donc c'est toute la confiance et le reste de légitimité du roi qui disparaissent et que montre ici l'estampe. Mais comme la souveraineté appartient à la nation et que dans un grand État, cette souveraineté s'exprime à travers ses représentants, l'Assemblée parle donc au nom de la nation et s'impose au roi. C'est pourquoi Sieyès et Robespierre sont contre le principe du veto royal qui va être débattu. Et Robespierre déclare à la Constituante le 21 septembre 1789, je cite, « Il est évident que la volonté de ses représentants doit être regardée comme la volonté de la nation, qu'elle doit en avoir nécessairement l'autorité sacrée et supérieure à toute volonté particulière, puisque sans cela la nation, qui n'a pas d'autre moyen de faire des lois, serait en effet dépouillée de la puissance législative et de la souveraineté. Celui qui dit qu'un homme a le droit de s'opposer à la loi dit que la volonté d'un seul est au-dessus de la volonté de tous. » Cette phrase va être reprise par la caricature. D'un côté, ici, avec le veto absolu, le roi s'élève au-dessus de tous et échappe aux représentants, à la nation, alors que de l'autre, avec le veto suspensif, il ne peut plus leur échapper. Bon, c'était un moyen, ici par la caricature, de faire comprendre au peuple ces grandes notions de souveraineté, évidemment. Donc la représentation est nécessaire, mais elle menace la souveraineté du peuple. Il va donc falloir contrer les éventuelles usurpations de cette souveraineté. Et c'est ici que la presse va prendre son rôle. On parle de quatrième pouvoir aujourd'hui. C'est ici que le rôle de la presse commence véritablement. Le contrôle des représentants est nécessaire. Ce contrôle va donc s'effectuer par le biais de l'opinion publique. Nouvelle forme de sociabilité politique. Dès 1789, les journaux sont les principaux vecteurs des idéologies et deviennent le phénomène culturel majeur des débuts de la Révolution. L'importance de la presse transparaît dans une œuvre majeure, le Serment du jeu de paume. Alors, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, mais déjà, je vous montre la toile. Alors, c'est un dessin préparatoire puisque la toile n'a jamais pu aboutir. Donc, Serment du jeu de paume de David, où l'on voit deux fonctions différentes du journalisme à travers deux personnalités. Donc, au centre de la salle, parmi les députés, Barrère prend des notes pour son point du jour, presse d'information au service des députés, c'est-à-dire en fait la naissance de la presse d'assemblée. Et presque caché, en haut, à droite, dans les galeries du jeu de paume, on voit Marat, debout, contre le mur, rédigeant un article pour l'Ami du peuple. Évidemment, il n'était pas présent le jour du serment, puisqu'il n'y avait que les députés, mais son introduction dans la toile prouve l'importance du journalisme dans la vie révolutionnaire. Marat incarne une presse politique concurrente de l'Assemblée, un contre-pouvoir influent, créant un lien entre le peuple et ses représentants. Symboliquement, Marat est près des fenêtres, entre l'intérieur et l'extérieur. Il s'identifie au mouvement révolutionnaire lui-même. Cette influence de Marat se voit dans les nombreuses gravures le mettant en scène, entouré d'une foule, l'écoutant avidement ou encore porté en triomphe. Ici, on a un tableau de Louis-Léopold Boilly qui représente parfaitement l'aura que pouvait avoir le journaliste sur la foule, sur l'opinion publique qu'il est en train de créer, réunissant autour de lui aussi bien des pauvres que des bourgeois. Voilà, Marat, c'est vraiment le début de la presse influente. Marat atteint surtout son apogée après sa mort, figuré en martyr de la liberté, on le verra un petit peu plus loin, auquel les sans-culottes vont rendre un véritable culte. Le rôle de la presse est également particulièrement bien mis en évidence sur la couverture de l'Almanach national, voilà,
On voit ici, derrière une jeune marchande, les aristocrates qui lisent avec dégoût les journaux, tandis que les petits patriotes jouent tranquillement. La signification est claire, le pouvoir a changé de main, la presse s'est libérée et l'opinion publique est virulente. Les journaux et la caricature vont se faire une joie de dénoncer la trahison des représentants du peuple. Mirabeau, Barnave, Bailly, Leroy, évidemment, sont vigoureusement critiqués. Par exemple, dans L'homme à deux faces, Bailly et Lafayette, réunis dans un corps hybride, l'un dans son costume de maire regardant vers l'hôtel de ville et l'autre en garde nationale regardant vers les Tuileries, sont dénoncés pour avoir favorisé leurs intérêts personnels. Et même chose avec l'homme du peuple, l'homme de cour pour Barnave. Dès 1789, le thème du complot, de la traîtrise, qui va s'amplifier évidemment avec la terreur, est déjà présent dans l'iconographie, témoignant de la méfiance envers ce système représentatif. La solution à cette méfiance, c'est d'aboutir à la confusion du peuple et de sa représentation. Les Jacobins vont réussir à dépasser le problème fondamental du système représentatif en s'appuyant sur la morale. Une fois les Girondins écartés de l'Assemblée, lors de leur arrestation du 2 juin 1793, l'hostilité envers la représentation peut faire place à une identité entre représentants et représentés. La fusion du peuple et de ses représentants, le passage à une représentation incarnation va permettre de dépasser le problème de cette représentation. Bien avant 1793, David, toujours lui, en avait eu l'intuition, donc l'intuition de cette fusion peuple-représentant dans la toile du Serment du Jeu de Paume, donc toile qui est la plus célèbre de cette période révolutionnaire. À l'automne 1790, David s'affilie aux Jacobins. Et le 28 octobre, l'Assemblée lui confie la commande du serment, toile de 6 mètres sur 9, destinée à la salle des séances de l'Assemblée nationale. Afin de financer le tableau, une souscription publique va être décidée, mais elle n'aura aucun succès, et finalement c'est l'Assemblée qui va financer la toile. L'idée du sujet remonte sans doute au voyage qu'a fait David à Nantes en 1790, où il avait été invité par la municipalité pour peindre la révolution locale. Le projet n'avait jamais abouti, mais David reprend sans doute sa vision globale sur la révolution. Il dit, je cite, « Il faudrait supposer la France comme elle était auparavant, déchirée par tous les déprédateurs, et alors je mettrais la figure de la France sur un trône, les abus qui la déchirent par lambeaux, le faux mérite qui triomphe et le vrai dans l'ombre et dont on ne daigne pas s'occuper, le commerce languissant, l'agriculteur couché sur des gerbes de blé et mourant de faim, le clergé et la noblesse se disputant entre eux le prix de ses succès. Alors les Bretons et leurs mères, indignés de voir un tel spectacle, fondent sur ces vampires et la France reconnaissante se met sous leur protection. » On retrouve ici, dans le Serment du Jeu de Paume, le même principe, mais avec plus de force, puisqu'on n'est plus ici dans une allégorie, mais dans la réalité, ce qui pourrait être la réalité. David veut éterniser ce grand moment de rupture avec le passé, la fin des siècles d'erreur. Il faut représenter l'histoire avec un grand H en transcrivant les affections révolutionnaires. Le serment se comprend comme la représentation de l'instant de la naissance du corps politique. Le rôle politique du tiers est clairement mis en avant. David refuse toute référence à la royauté. Avant la chute de la monarchie, il trace ici les traits d'une assemblée totalement autonome. Et il est bien le seul, puisque les autres artistes vont toujours faire référence à Louis XVI dans leurs tableaux avant la chute de la monarchie. Au centre de la composition, on voit Bailly. Tous les bras étendus conduisent le regard vers lui et toutes les lignes architecturales convergent vers son visage. La composition est divisée en deux, un espace vide au-dessus, surpeuplé en bas, permettant ainsi de capter le regard et reprenant les compositions religieuses traditionnelles, où l'espace terrestre et l'espace céleste séparés se rejoignent dans la communion des personnages.
La réduction du plafond par rapport au dessin préparatoire permet de diminuer la profondeur et ainsi d'éviter la représentation hiérarchique traditionnelle, d'illustrer le principe d'égalité. L'importance donnée à l'espace renforce l'idée que les députés enfermés dans la salle sont menacés dans leur action, tout en recevant l'approbation du peuple qu'on voit ici en haut. L'art a ici pour mission de fixer le sens de l'histoire et non uniquement de le décrire. C'est un contrat social où les intérêts des individus correspondent avec l'intérêt général, symbolisé par l'espace vide au-dessus des députés. Malgré la crainte d'être massacré par les gardes du roi, David peint une assemblée triomphante et dramatique, l'idée de danger et d'urgence transparaissant dans le coup de vent qui emporte les rideaux à gauche. David délaisse l'allégorie évidemment prévue dans son projet pour Nantes pour s'adresser ici de manière directe et simple aux spectateurs. Le foisonnement des détails, la diversité des attitudes donnent une extraordinaire vivacité à la scène dont tous les éléments sont liés entre eux. Le centre de la composition est occupé par la proclamation lue par Bailly, qui, dans un rôle d'admoniteur, reçoit et transmet aux spectateurs les serments. Son geste reprend la gestuelle religieuse de la bénédiction et du jugement. Et je refais référence au serment des Horaces que je vous ai montré au tout début. Son immobilité permet de ne pas donner l'impression qu'il domine l'assemblée. David représente même d'ailleurs l'unique opposant au serment, d'Or de Castellane, les bras croisés sur sa poitrine. Toute l'attention de l'œuvre est créée par l'individualité de chaque député, mais qui crée une unité d'ensemble. Le grand élan collectif est d'abord une décision individuelle. Les visages des députés sont idéalisés et chaque député est aussi caractérisé. On peut tous les reconnaître. Et donc, comme je disais, ils font partie vraiment d'un tout cohérent. C'est un corps politique régénéré, symbolisé par le texte du serment que David nous peint ici. Tous les corps se joignent, formant des séries de lignes parallèles. Les expressions ne sont possibles que dans la masse des députés, mais restent individualisées. Dans la hiérarchie pyramidale de la composition, le regard est porté vers le haut. Chaque groupe a valeur de symbole, chaque personnage semble l'incarnation d'un concept. Bailly semble incarner la loi, Barrère l'histoire, Mirabeau l'éloquence. Voilà, on peut tous les citer, mais je vais passer. Le groupe des trois religieux permet d'ailleurs à David de prendre ouvertement position pour le clergé constitutionnel. L'idéal n'est donc plus dans la beauté, mais vraiment dans la politique. Vraiment ici, on est dans un tableau entièrement politique. C'est un corps politique dans l'histoire et dans l'attente d'un nouvel ordre que nous montre David. Il s'agit donc d'un tableau politique, moral, religieux, célébrant la naissance de l'Assemblée, qui est en rupture totale avec le passé. À travers cette représentation, c'est la nation qui se soulève pour prêter serment, mais c'est la nation représentée à travers ses représentants, et non pas comme tout à l'heure le peuple. Donc nation qui se soulève pour prêter serment, comme si le peuple se réveillait d'un long cauchemar. En haut, à droite, des éclairs s'abattent sur la chapelle royale. J'ai oublié de vous passer les gros plans. Donc en haut, à droite, des éclairs s'abattent sur la chapelle royale, tandis que des bourrasques de vent et la pluie emportent les tentures, surprenant les spectateurs et obligeant une mère à protéger son enfant pour qu'il puisse regarder l'histoire s'accomplir et sa destinée évidemment changer. Le serment vient bouleverser l'ancienne société et se place au cœur d'une apocalypse, faisant penser à l'élection des justes le jour du jugement dernier. J'en parlerai tout à l'heure, mais évidemment, toutes les références religieuses étaient importantes dans l'art et pour la Révolution. De l'autre côté, le peuple est à l'abri, fait son apparition dans les gradins du jeu de paume, symbole de ses futures actions politiques.
Au centre du tableau, dans le mouvement convulsif et désordonné des corps, David laisse apercevoir les tumultes de la vie parlementaire révolutionnaire. Pour les révolutionnaires, donc, la corruption de l'Ancien Régime doit faire place à une civilisation pure. C'est ce que essaie aussi de nous montrer David à travers ce tableau. Une civilisation pure, ça veut dire un homme nouveau, et donc c'est cet homme nouveau qui va être au centre de la Révolution française. Le législateur va devenir un législateur démiurge. À la façon des législateurs antiques, la loi doit aider les individus à se transformer en bons citoyens. Le législateur démiurge est un homme pur et vertueux, dénué d'ambition, qui ne sert que l'intérêt commun car il est mu par la passion de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La Convention, qui a su vaincre les préjugés de l'Ancien Régime, doit éclairer le peuple, le sauver, le régénérer, lui montrer le bien public. Donc, nés dans l'ère de la liberté, les nouveaux citoyens, donc les enfants, ne pourront qu'affermir la République, comme le montre cette estampe, intitulée « Citoyen né libre ». Donc un enfant qui, né d'une patriote, s'en va avec détermination consolider les bases de cette République régénérée. Les moindres habitudes des Français, puisqu'on est dans avec cette volonté, cette idée d'avoir un homme nouveau, les moindres habitudes des Français doivent être changées. On crée donc le nouveau calendrier révolutionnaire. On souhaite transformer les habitudes vestimentaires. Ici, je vous ai mis 2 projets qu'avait fait David pour les vêtements des représentants du peuple et du citoyen. On a aussi beaucoup de projets architecturaux pour construire des cités idéales. On change aussi de nom, aussi bien pour les localités que pour les individus. Et puis, on institue une unité de mesure et de poids pour l'ensemble du pays, ce qui est resté encore aujourd'hui. L'importance de la loi se fait, elle, grandissante. Une loi ne peut être légitime que si elle est juste. La morale va donc investir la sphère publique. Toute l'iconographie des débuts de la Révolution illustre l'espoir de la régénération des Français, libérés du joug du despotisme et jouant dorénavant un rôle actif sur la scène politique et sociale. Dès 1789, on a assimilé l'art à la liberté et à l'intérêt public. L'art est donc fonctionnalisé, il devient l'un des principaux véhicules de l'idéologie révolutionnaire. L'école instruit, la fête éduque, et l'artiste doit produire les sensations fortes dont la société a besoin. L'art est au service du pouvoir, pour insuffler la liberté dans le peuple. Il ne s'agit plus de parler à une élite cultivée, mais de parler au peuple dans un langage intelligible par tous. Pourtant, toutes ces incitations à célébrer la Révolution ne vont pas vraiment être suivies d'effets, et les œuvres à sujet révolutionnaire ou patriotique ne vont représenter au salon qu'une infime majorité. Parce que c'est compliqué pour les artistes qui produisent dans un temps long. L'instabilité gouvernementale fait que pour eux, c'est compliqué de produire, et puis ils ne savent pas forcément comment se situer. Donc si les Beaux-Arts ne se montrent, eux, pas dignes de la Révolution, ce qui va être critiqué par les députés, en revanche, l'art populaire va être très prolixe sur ces événements contemporains. Tous les faits majeurs sont représentés, on le voit ici, et imprimés dans les journaux qui sont vendus à bas prix et qui permet une diffusion des estampes faciles parmi le petit peuple. Le public est de plus en plus nombreux et va contribuer à donner à cet art populaire un rôle d'instruction. Là où les beaux-arts n'ont pas réussi, l'art populaire va célébrer la Révolution, la régénération, l'homme nouveau. L'iconographie populaire va cultiver le mythe de la régénération du peuple en imposant la nouvelle symbolique révolutionnaire, en établissant les figures codifiées d'hommes se réveillant, brisant leurs chaînes.
Autrefois un nain, le peuple est devenu géant et va prendre les traits d'Hercule. Auparavant brimé, croulant sous le poids de la monarchie, le peuple se relève pour devenir plus fort que le roi et devient cet idéal antique que représente Hercule. Ainsi, le peuple souverain, ici, est représenté par la figure masculine, coiffée d'un bonnet phrygien, portant à la main les figures allégoriques de la liberté et de l'égalité. Il s'appuie sur la massue, attribut d'Hercule, et foule aux pieds les insignes de la royauté. À côté de lui, on a l'allégorie de la nature sous les traits d'Isis. Debout sur le globe terrestre, il symbolise la révolution universelle, encore pacifique. On retrouve le même principe dans le peuple mangeur de rois, à côté, mais qui est plus revendicative. La figure est plus énergique et se situe dans un décor militaire. Canons et soldats sont prêts à combattre le despotisme. La métaphore de l'ogre vient aussi appuyer l'idée de la puissance du peuple. Cette nouvelle force permet au peuple de défendre la Constitution envers et contre tout, comme l'illustre ici la gravure intitulée « Beau mouvement de 500 000 républicains ». On voit ici que le graveur est convaincu de la vigueur du peuple et des principes révolutionnaires. Datée de 1793, cette estampe affirme le triomphe de la France sur les nations coalisées, le triomphe de la liberté grâce à l'action du peuple. Les ennemis sont massacrés par les patriotes, par le peuple souverain, protégeant vigoureusement sa constitution. La régénération est également très souvent exprimée à travers diverses allégories, notamment au début de la Révolution, liberté, justice, fraternité. Par exemple, ici, l'allégorie sur les droits de l'homme, qui emprunte un style tout à fait classique et noble, en utilisant de nombreuses figures traditionnelles, la justice, la vérité. Le peuple en bas est dégagé de ses chaînes, il accourt et regarde avec joie l'apparition des articles de la Déclaration écrits par la justice. L'image figure ici la libération du peuple et le rayonnement d'un nouvel ordre qui se veut universel. C'est une promesse à l'humanité qui est faite. L'agitation des figures, la lumière qui émane de la pyramide, où sont écrits les droits de l'homme, les jeux de contraste, l'emportement de la scène, montrent l'importance de l'événement, comme si un nouveau souffle créateur était passé sur le peuple, prêt à se régénérer. L'allégorie à la Constitution est beaucoup moins mouvementée. Ici, elle met en scène le peuple, mais dans une campagne fertile, car cultivée par les mains libres d'un maire en écharpe, je cite ce qui a marqué dans la légende. Alors ici, on est dans un paysage très calme, où les individus semblent rendre un culte aux événements de la Révolution, récapitulés sur les tables de la Révolution. À droite, on rend hommage au buste de Mirabeau. Au fond, à gauche, les grilles d'un château sont fermées, ce qui rend les gens du village heureux. Là aussi, c'est dans la légende. En bas à gauche, un patriote essaie de convaincre un étranger des bienfaits de la Révolution. Celui-ci ne comprend pas encore, mais, je cite, « son tour viendra ». C'est l'image d'une révolution sûre d'elle-même et de ses principes qui est ici montrée, une révolution pacifique, promettant le bonheur du peuple. Dans une Dans une surprenante gravure ici très chargée, Montio illustre la liberté triomphante faisant amarrer son vaisseau au port de la Constitution. Alors sur des barques, au milieu de la tempête, les Français quittent le château entre du despotisme et sont accompagnés de la figure allégorique de la liberté qu'ils vénèrent. Ils gagnent ainsi la terre des hommes libres, à l'abri de l'orage, terre qui les accueille et où on peut reconnaître au fond les Tuileries. Là encore, la Révolution semble définitivement accomplie et le peuple triomphant. L'allégorie est ici très confuse et on ne peut pas vraiment en donner son sens exact. Bien sûr, il s'agit d'inculper la monarchie et de louer les vertus de la Révolution et de la régénération, mais on peut aussi se demander si ce n'est pas également un appel aux autres peuples
encore sous le joug du despotisme, à se libérer de leurs chaînes pour venir prendre exemple sur la terre promise qu'est la France. Bon, là, cette allégorie est vraiment très confuse et c'est difficile de l'expliquer plus avant. À travers toutes ces images, on voit bien qu'il s'agit pour l'art populaire révolutionnaire d'affirmer le rôle bénéfique et définitif, pour les révolutionnaires, et définitif de la Révolution, d'imposer l'image d'un peuple libre et patriote, de renforcer le peuple dans sa détermination et son amour des nouvelles institutions. Ici, non, c'est ça. Les deux caricatures que vous voyez ici sont un exemple parfait de ce nouveau postulat. Dans un langage clair et simple, elle stigmatise les vices de l'Ancien Régime, et notamment l'ignorance dans laquelle le peuple était tenu. La France, esclave d'avant 1789, est souvent représentée par l'image d'un Français encore enfant, peureux, faible, parfait antonyme évidemment du Français adulte et viril, libéré par la Révolution. On le voit bien là sur ces deux images. La première image donne aux Français les traits d'un être joufflu, soutenu comme les enfants qui ne savent pas encore marcher, et dont un des pieds est rattaché à une borne sur laquelle est écrit « Ancienne police ». Procureurs, greffiers, secrétaires, commis aux aides, huissiers, avocats sont représentés sous la forme d'animaux finissant d'abêtir le pauvre Français. Le Français d'aujourd'hui, en revanche, est représenté sous les traits d'un sans-culotte, désormais libre de toute entrave, et qui montre toute sa détermination à jouer lui aussi un rôle social et politique. Il a participé au 14 juillet, à l'abolition des privilèges, il foule au pied le despotisme, et les ennemis de la Révolution savent à quoi s'en tenir. En regardant en bas à gauche, on voit une tombe où gisent des têtes guillotinées. C'est donc l'image d'un peuple fort et revendicatif que l'iconographie de ce début de la Révolution nous donne, puisqu'on est ici au tout début de la Révolution. L'image d'un peuple tout à coup régénéré et qu'il va falloir continuer de régénérer pendant toute la Révolution française. Une autre image très célèbre, puisqu'elle se retrouve en général dans tous les livres d'histoire, figure cette renaissance du peuple, c'est le réveil du tiers-État. L'image symbolise ici la rupture de 1789 sous les traits d'un homme fort et populaire, dans une allégorie reprenant la légende de la Belle au bois dormant. À peine réveillé, l'homme du tiers accourt à la révolte qui gronde à l'arrière-plan. Il s'arme, provoquant la peur panique du noble et de l'ecclésiastique déroutés qui n'ont plus qu'à fuir. Au fond, la Bastille est en train d'être démolie et des patriotes déterminés portent au bout de leur pique des têtes coupées, symbole de la fin de l'Ancien Régime, évidemment, Ancien Régime expirant sous le soulèvement du peuple et sa violence. C'est ici le réveil moral du peuple qui est dessiné, alors au premier plan, alors qu'à l'arrière-plan, on traduit son réveil politique. Dans l'iconographie révolutionnaire, les rôles sont définitivement renversés. Le tiers a pris le pouvoir, ce que certaines caricatures, dans une vision clairement politique, symbolisent par la bascule patriotique. Ici, on voit que le noble et le prêtre sont inquiets de leur sort. Le patriote, lui, sourit. Il est sûr de son pouvoir, puisque la figure allégorique de la justice est avec lui. Et c'est même d'ailleurs la justice qui fait pencher la balance du côté du peuple. Et puis, astucieusement, le dessinateur ne l'a pas affublé du traditionnel bandeau, comme si la justice n'étant plus aveugle, elle devait nécessairement secourir le tiers. Alors, évidemment, au fur et à mesure de la Révolution, la situation se tend. Il est de plus en plus nécessaire de régénérer le peuple. La méfiance s'installe partout et les lois ne suffisent plus. L'accent va être mis sur les institutions qui doivent harmoniser la société.
Et ça va passer notamment par la reconnaissance de l'être suprême. La plupart des révolutionnaires pensent que la révolution est indissociable de la morale, et la religion devient nécessaire pour préserver la morale. Le peuple doit retrouver sa vertu grâce au culte de l'être suprême, culte universel et simple. Véritable propagande religieuse et politique, l'estampe va illustrer abondamment ce dogme de l'être suprême, imposant une vision de fraternité et de vertu civique. On voit ici un couple de sans-culottes accompagnés de leurs enfants, rendant évidemment le culte de l'être suprême, à l'être suprême. La figure allégorique de la République se tient près de l'être suprême, au pied duquel se trouve une corne d'abondance. La légende se veut très explicite. Je cite, « Le véritable prêtre de l'être suprême, c'est la nature, son temple l'univers, son culte la vérité, c'est faite la joie d'un grand peuple rassemblé pour resserrer les doux nœuds de la fraternité et jurer la mort des tyrans. » L'image nous présente une vision heureuse des citoyens, sous la protection de la nature, régénérée par l'exercice des vertus civiques. La propagande est appuyée, et l'œil qui domine la scène rappelle bien sûr que tous sont surveillés, que la religion de l'être suprême est un devoir du citoyen indispensable à son bonheur. Toujours lié à un but propagandiste, l'estampe qu'on voit ici, dans une mise en page claire et à dominante rurale, affirme avec force que le peuple français reconnaît l'être suprême. C'est une impression de respect du culte et de profonde espérance de réalisation des espoirs que cette image nous donne, sous la protection de l'être suprême, le peuple, donc les sans-culottes, puisque le reste de la population a peu à peu été écarté, donc les sans-culottes ne risquent plus rien et l'avenir s'annonce radieux pour les vertueux. D'autres images s'intéressent au déroulement de la fête de l'être suprême qui a eu lieu le 20 prairial en 2, donc le 8 juin 1794. Ici, le sentiment de cette image est quasiment religieux, ce qui est vraiment particulièrement frappant. Contrairement au mouvement animé des fêtes antérieures, et principalement au début de la Révolution, la foule est calme, dans un recueillement religieux, et la fête emprunte d'ailleurs un grand nombre d'éléments du cérémonial ecclésiastique traditionnel. L'effet de nuage intensifie l'émotion qui se dégage de la scène. Le peuple est moins acteur que spectateur. Il faut lui imprimer de grandes émotions afin de lui inspirer la vertu et le patriotisme. On n'est plus du tout dans les représentations antérieures. Si on revient quelques années plus tôt, en effet, l'ambiance était complètement différente. La grande fête de la Fédération du 14 juillet 1790, notamment, aménagée au Champ de Mars pour accueillir 100 000 personnes, constitue l'apogée des rêves de fraternité et d'union du peuple français. Elle donne l'image d'un rassemblement d'hommes communiant dans l'ardeur civique, une nation unie, sereine, réunie autour de son roi, ici acclamant Lafayette et assistant à la messe civique célébrée par Talleyrand. Ici, on voit bien dans ce tableau, tout le déroulement de la fête respire l'espérance d'un idéal réalisé. L'importance de l'événement va évidemment marquer les contemporains et inspirer de nombreux graveurs, dont Thévenin, qu'on voit ici, qui y consacre un grand tableau, avec au premier plan, dans un grand désordre, les fédérés qui fraternisent avec enthousiasme, à droite des députés figés qui occupent les tribunes officielles, en arrière on voit le roi qui prête serment, puis au fond les fédérés et les spectateurs. Le sens politique de la scène est complètement noyé dans la disparité de la composition. Aucune relation visuelle ne peut être établie entre le roi, les députés et la foule. Alors, est-ce que c'est parce que l'artiste est indifférent à ce qui se passe, ou est-ce que finalement il ne retient que le caractère fraternel de l'événement? Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, ce qui se dégage de cette scène, c'est un sentiment positif. Dans l'estampe suivante, la Fédération générale des Français au Champ de Mars le 14 juillet 1790, ici on met l'accent sur le nouvel ordre politique.
en faisant entrer dans cette formidable réunion qui est la fête, en nous faisant rentrer dans cette formidable réunion qui est la fête, par les spectateurs qui sont au premier plan et qui jouent le rôle d'admoniteurs. Le spectacle est représenté de manière grandiose, l'autel de la patrie au centre et les effets de nuages donnent une impression dramatique et religieuse à la scène, renforcée par le choix du moment, celui où le peuple unanime prononce d'une seule voix le sermon. Au premier plan, patriotes, aristocrates, gardes nationaux, adultes, enfants se mêlent dans un même élan. Du fait de la disproportion entre le premier plan et le reste du tableau, c'est le peuple qui devient le véritable objet de la toile, symbole du nouvel ordre social et politique, porteur de nombreuses promesses. Donc on ne peut être qu'ébloui devant cette image imposante et optimiste sur le changement politique et social, où le peuple joue le premier rôle, où le peuple est uni. On a enfin l'union des Français. Les graveurs vont détailler toutes les étapes de cette fête de la Fédération, de la préparation aux dernières réjouissances nocturnes. Par exemple, ici, avec le bal de la Bastille, qui illustre ce qui s'est passé à la Bastille ce jour-là. On voit ici la fraternité illustrée par une foule bigarrée, allant du patriote au noble, tous rassemblés pour se divertir ensemble sur les ruines du despotisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la réunion des trois ordres dans cette image. La Révolution est ici représentée au-delà de la simple figuration d'un bal, comme la libération du peuple entier, aristocrates compris. Tous sont désormais égaux, le noble peut venir se mêler aux plus pauvres dans une activité populaire, le bal. Donc en 1794, on n'est évidemment plus du tout dans cette ambiance. L'humeur n'est plus du tout à l'unité nationale, mais à la méfiance et à la nécessité de régénérer le peuple afin qu'il devienne vertueux. La religion de l'être suprême nécessite dès lors ses martyrs. La religion civique, il faut évidemment la célébrer avec des actions héroïques, celles des plus vertueux. Et l'iconographie populaire va regorger d'illustrations des martyrs de la liberté, alors que peu d'artistes majeurs s'y sont intéressés, sauf, évidemment, David. Dans le triomphe du peuple français, on voit à droite, au premier plan, Marat, montrant sa poitrine, donc témoignage de l'urgence de l'appel lancé à la vengeance, et le Pelletier de Saint-Fargeau. Derrière eux, on distingue les représentants Bayle, tenant la cravate avec laquelle il s'est étranglé, et Beauvais de Préau, tenant une chaîne. Derrière, on voit Chalier et Gasparin brandissant le couperet de la guillotine et une fiole de poison. Enfin, tout au fond, Fabre de l'Hérault, mort au combat le 20 décembre 1793. Ce qui est remarquable ici, c'est l'importance accordée aux martyrs dans le dessin. Et ici, les martyrs sont les dignes successeurs de Cornélie, mère des Gracques, Brutus et Guillaume Tell, qui les précèdent. L'enthousiasme de David pour la Révolution se ressent par l'utilisation d'un dessin néoclassique et par une composition en bas-relief, qui permet d'exalter la beauté formelle, l'expression de la vertu républicaine et l'énergie morale. Après la mort de Le Pelletier, David va lui consacrer un tableau commémoratif destiné à la salle des séances de la Convention. Un glaive énorme est suspendu au-dessus du héros gisant, perçant un bulletin de vote sur lequel est écrit « Je vote la mort du tyran ». Le Pelletier repose avec un sourire imperceptible mais noble. L'imagerie religieuse de la Convention est née. La Révolution va effacer toutes les frontières du sacré et du profane. Avec Marat, à son dernier soupir, là aussi un tableau très connu, souvent dans les livres d'histoire, dans une composition simple et immédiatement lisible, David, qui est alors président du Club des Jacobins, donne une magistrale effigie de propagande pour les martyrs de la liberté. Il s'agit avant tout d'un tableau religieux, faisant de Marat un nouveau Christ. David souligne la charité et la pauvreté du journaliste. On voit ici le drap reprisé, le dépouillement du décor. Et Marat est représenté dans une mort idéalisée,
alors qu'il écrivait avec bonté pour son assassin Charlotte Corday « Vous donnerez cet assignat à cette mère de 5 enfants et dont le mari est mort pour la défense de la patrie ». La mise en scène subtile des lettres adressées par Charlotte Corday et par Marat, le jeu du poignard et de la plume, met en opposition la tromperie et le dévouement. Le bras pendant hors de la baignoire donne l'impression d'un instantané. Le drap vert met en valeur l'eau rougie. La caisse dressée devient une stèle dédicatoire où l'inscription en lettres romaines se transforme en appel à l'éternité. Jusque dans la date, David dénonce l'ennemi. En bon républicain, il date son tableau de l'an 2, alors qu'on voit que sur la lettre de Charlotte Corday, Charlotte avait daté sa lettre du 13 juillet 1793. Tout est sobrement dessiné, avec rigueur et intransigeance, représentant les qualités du sujet lui-même, exemple de grandeur révolutionnaire portée jusqu'au sacrifice. La figure de Marat occupe la moitié de l'espace, reprenant la même symbolique de l'espace terrestre et de l'espace céleste que dans le Serment, on a vu. Ténèbres et lumière s'associent pour célébrer la grandeur du sacrifice à la patrie. Le Pelletier et Marat reprennent tous deux la gestuelle de la déposition de croix, où l'on retrouve même la plaie ouverte chez Marat. Et également la gestuelle de la transcendance, au profit de l'idéologie républicaine du sacrifice à la patrie. Évidemment, il était très important de reprendre ces éléments qui étaient connus de tous et qui parlaient à tous. Le cérémonial de la religion traditionnelle, reconnu comme sacrée et évidemment comprise, permet de sacraliser la foi révolutionnaire tout en niant les attachements à l'ancienne religion. Les martyrs de la liberté rendent possible le passage des croyances anciennes à la foi nouvelle en imposant le respect du peuple. Marat s'apparente à une piéta jacobine, mais le registre religieux atteint son paroxysme avec Joseph Barrat, qui, protégeant la cocarde tricolore, se relève dans l'extase du bonheur de mourir pour la patrie, l'intense rayonnement coloré du fond symbolisant la gloire de celui qui a prêté serment et tenu sa parole jusqu'au bout. La composition dramatique puise toute sa force dans l'écart entre la fragilité physique accrue par la nudité et évidemment la détermination à protéger la cocarde. Le tableau est inachevé, il est presque monochrome. Seule la cocarde apporte des touches de bleu et de rouge, et il atteint la perfection du sens du religieux révolutionnaire, l'amour exclusif à la patrie et l'exercice de la vertu civique. Alors que la Révolution devait être le grand moment de réconciliation nationale, évidemment, il n'en fut rien. Sous la Constituante, le peuple souverain se compose des citoyens actifs. Donc, citoyens actifs, ça veut dire les hommes âgés de plus de 25 ans, français, résidant dans une commune depuis au moins 1 an, payant un impôt au moins égal à 3 jours de travail et qui ne soit pas domestique. Donc, ce qui exclut quand même toute une part de la population. Donc, sous la Constituante, le peuple souverain se compose des seuls citoyens actifs que l'on considérait alors seuls aptes à pouvoir exercer la souveraineté. Face à cette position, les Jacobins demandent immédiatement le suffrage universel, au nom de l'égalité des droits. Mais une fois au pouvoir, c'est à une redoutable exclusion qu'ils vont procéder, ne se fondant plus sur un critère juridique, mais sociologique et moral, critère donc vague et très efficace pour exclure différentes parties de la population. Les nobles, les étrangers, les riches, les prêtres sont nécessairement contre la Révolution puisqu'elle leur a enlevé leurs anciens privilèges et qu'elle se bat contre l'ennemi étranger. Font partie du peuple ceux qui ne sont pas corrompus, ou plutôt ceux qui ne sont pas jugés comme tels. Car en effet, l'Assemblée étant devenue plus vertueuse que le peuple, elle l'a prouvé en éliminant les Girondins, elle est la seule qui puisse dorénavant le juger. Au final, les individus sont dépossédés de leurs droits, ils n'ont plus que des devoirs, adhérer aux idéologies jacobines. Le peuple se compose donc des partisans des Jacobins et ceux-ci exercent la souveraineté au nom du peuple.
Le rêve de la grande famille française et le cosmopolitisme affiché des débuts de la Révolution font place à un nationalisme populaire, d'autant plus bénéfique qu'il favorise l'unité du peuple et son indépendance. Car le peuple a encore quelques faiblesses, d'où cette fameuse nécessité de le régénérer. Une république forte a besoin d'un peuple pur et vertueux. Le législateur doit alors jouer un rôle primordial en donnant au peuple des lois vertueuses et en énonçant la volonté générale, synonyme de volonté du peuple. C'est pourquoi, une fois au pouvoir, les Jacobins interdisent toute insurrection, qui de toute manière n'aurait aucune légitimité, puisque les représentants sont vertueux et font eux-mêmes partie du peuple. L'insurrection ne peut alors être que le fait de contre-révolutionnaires. Alors qu'au début de la Révolution, la représentation est décrite comme mauvaise, car permettant aux représentants de faire prévaloir leurs intérêts personnels et pouvant même aboutir à l'usurpation de la souveraineté, les Jacobins au pouvoir refusent toute remise en cause du système représentatif. Il permet le gouvernement des vertueux, donc la régénération du peuple. Et comme peuple et représentants sont confondus, l'intérêt général ne peut plus être trahi. Plus vertueuse que le peuple, il appartient à l'Assemblée d'édicter l'homme nouveau. Tous les moyens de régénération doivent être mis en œuvre pour inspirer la vertu et la moralité aux citoyens. Et c'est par les sentiments, les impressions sur le peuple que la régénération pourra surtout se faire efficacement et lui inspirer l'amour de la République. C'est pourquoi la religion de l'être suprême est privilégiée et que la déchristianisation va être dénoncée. La régénération passe évidemment par les fêtes, qui est un moment de réunion du peuple, par les écrits, par les représentations théâtrales et par l'art. Cependant, les beaux-arts, je vous l'ai dit, ne vont pas réaliser le vœu des législateurs. Le temps artistique n'est pas le même que le temps politique. La Révolution, les grands actes héroïques seront très peu représentés par les beaux-arts. Trop d'instabilité gouvernementale, trop risqué pour les artistes. Mis à part le serment du jeu de paume, qui lui-même, de toute façon, n'a pas pu être terminé. La régénération se fait aussi par les arts du passé. Il s'agit de rendre au peuple ce qui lui appartient, et puis il s'agit de lui montrer les chefs-d'œuvre pour lui inspirer de nobles sentiments et la haine du despotisme. Donc c'est comme ça qu'on va créer le musée, ce que je vous disais en préambule. Et puis c'est aussi pour cette instruction du peuple qu'on va condamner le vandalisme et aboutir à la notion de patrimoine. En revanche, l'art populaire, lui, se fait donc le réceptacle des idées jacobines tout au long de la Révolution. La représentation du peuple dans l'estampe constitue évidemment un enjeu majeur. Le jeu des trois ordres permet à l'iconographie des débuts de la Révolution de représenter l'Ancien Régime et le passage à une société nouvelle, issue de la revanche du tiers-État. C'est la figure du paysan qui s'impose dans cette symbolique. C'est lui qui travaille la terre de ses mains pour en extraire la richesse du pays. Il devient ainsi le symbole de l'émancipation de la servitude féodale. En choisissant un décor rural, les graveurs, qui sont presque tous parisiens, sauvegardent l'unité du tiers. La Révolution a lieu partout. La figuration des trois ordres par l'estampe permet la politisation de la Révolution, mais aussi sa légitimation. Toutes mettent en avant le rôle du tiers. Plus encore, cette symbolique, notamment dans des estampes comme Monsieur des Trois États, qui est aussi très connu, permet le dépassement de la représentation d'une société divisée en ordres au profit d'une représentation globale de la nation. Mais on l'a vu, peu à peu, l'image d'union fait place à une image d'exclusion. Le rêve d'unité se brise et c'est un peuple armé qui apparaît, déçu par les ralliements hypocrites des privilégiés. On voit une violence assumée et une violence purificatrice exercée au nom de la nation, légitime. Il faut vaincre les ennemis de la Révolution et obéir aux idéologies révolutionnaires.
C'est donc une vision manichéenne d'un peuple souverain combattant les anciens privilégiés qui prétendent évidemment résister à cette volonté générale. Donc c'est cette vision d'un peuple souverain qui s'impose. L'image finit par constituer la somme de l'idéologie révolutionnaire en élaborant une vision normative de la société. L'iconographie suit parfaitement l'évolution du discours officiel. Alors que les premiers temps de la Révolution étaient marqués par les effets de foule, où toutes les classes se confondaient, au fil des mois, l'image privilégie le citoyen ordinaire, l'anonyme, symbole de l'esprit nouveau. Avec l'ouverture de la garde nationale à tous en août 1792, la garde se fond dans la masse du peuple. Et c'est l'image abondante du sans-culotte qui domine. Le sans-culotte est souvent accompagné de son épouse ou de sa famille. Il incarne l'idéal républicain d'une société égalitaire. Son bonnet, sa cocarde, sa veste, qu'on appelle la carmagnole, son pantalon rayé, son sabre et sa pique entrent dans la légende et incarnent la révolution populaire. On le loue pour sa vertu civique, sa pauvreté, son dévouement à la patrie, sa combativité, et quand il défend la République, on célèbre le courage du soldat de l'an 2. Donc à partir de 1793, l'iconographie militaire va se développer jusqu'à atteindre son apogée sous le Directoire. On peut remarquer, pour finir, que malgré le rêve d'union idéale du peuple qui marque les premières années de la Révolution, et malgré le flot de caricatures représentant la réalisation de ce rêve, dès 1789, un certain nombre d'estampes se font agressives envers les privilégiés. Alors, est-ce que c'est une vision lucide des événements ou une division politique parmi les dessinateurs? Ça, on ne saura jamais. Mais on peut prendre comme exemple cette série d'estampes, le calculateur patriote, où on voit dans un intérieur austère des têtes coupées qui gisent sur la table. On reconnaît Foulon et Berthier de Sauvigny, tous deux riches et très impopulaires auprès des Parisiens. Le premier était contrôleur des finances et hostile aux réformes, et le second était intendant de Paris et soupçonné de prévarication. Le patriote fait ses comptes après des jours de révolution, et il n'est pas encore satisfait. Les ennemis du peuple sont encore nombreux. Il reste encore des têtes à couper, des têtes à faire tomber pour que le nouvel ordre s'installe, prémonition peut-être de la future terreur. Voilà, merci beaucoup.